Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à l'avenir des conflits dans le monde. Dans un premier temps, nous avons analysé les motifs de rivalité autour des ressources. Aujourd'hui, nous allons repérer où dans le monde se trouvent les régions où des tensions, des guerres peuvent se produire en fonction des paramètres et des problématiques que nous connaissons déjà en 2012. Et vous allez le voir, l'exercice de simulation sur le mouvement des frontières est assez intéressant. Le dernier livre blanc français sur la sécurité et la défense nationale identifie un arc de crise qui va de l'Atlantique à l'océan Indien. À l'intérieur de cet arc de crise, on recense de fait un certain nombre de pays en conflit. Dans le Sahel, avec les tensions dans le Sahara occidental ou à la frontière entre l'Algérie et le Niger, dans la Corne de l'Afrique avec les conflits au Soudan et en Somalie, dans le Machrek avec les instabilités post-printemps arabe, au Proche-Orient avec la contestation en Syrie, la guerre civile en Irak et le conflit israélo-palestinien, dans la péninsule arabique avec les révolutions au Yémen ou les révoltes à Bahreïn, puis il y a l'Iran qui n'est pas en conflit mais qui est un facteur de tension, et enfin en Afghanistan, au Pakistan et dans le nord de l'Inde. Alors apparemment aucune unité culturelle et politique dans cet ensemble, mais l'approche nouvelle, c'est de faire apparaître les liens entre ces conflits, leur imbrication et les conséquences qu'ils peuvent avoir à une échelle plus large. Alors de quelle manière? Voyons tout d'abord la région couvrant le Proche-Orient, l'Irak et l'Iran. La chute du régime alawite syrien pourrait modifier de nombreux équilibres au Proche-Orient, avec des conséquences sur le conflit israélo-palestinien, sur le déblocage du volet syro-israélien sur le Golan ou libano-israélien avec négociation d'un traité de paix avec le Liban. Mais toute modification de ces équilibres dépendra du gouvernement iranien, principal adversaire d'Israël dans la région. Le poids de Téhéran sera déterminant dans les tensions avec Israël, dans les relations avec la Syrie, avec le Hezbollah au Liban et le Hamas en Palestine. L'État d'Israël, doté de l'arme nucléaire, est désormais un fait accompli. Mais l'accession de l'Iran à l'arme nucléaire pourrait, cette fois, conduire à une course aux armements au Moyen-Orient, particulièrement pour les régimes sunnites. Turquie, Émirats arabes unis, Bahreïn, Arabie saoudite, Égypte, qui redoutent un déséquilibre du rapport des forces face à la puissance chiite. À l'ouest, en Irak justement, la poursuite des tensions entre chiites et sunnites pourrait maintenir le pays en situation de guerre civile, poussant les sunnites irakiens à fuir vers la Syrie ou la Jordanie. Forçons un petit peu ces hypothèses avec une simulation. Les trois provinces majoritairement peuplées d'Arabes sunnites rejoindraient la Syrie. Les chiites, du sud de l'Irak, seraient à la base d'un État arabe chiite, allié de l'Iran, sur les rives du Golfe Persique. On peut aussi concevoir un territoire autonome pour les Kurdes qui empiéteraient sur l'Irak, la Turquie et l'Iran. L'Iran ainsi perdrait des zones à l'ouest au profit d'un Kurdistan indépendant et viendrait étendre son territoire à l'est dans les provinces afghanes autour de la ville d'Hérat, du fait des affinités linguistiques et historiques des populations de cette région avec la Perse. Poursuivons plus à l'est cette logique de fragmentation des ensembles en imaginant les mobiles de démantèlement du Pakistan voisin. La NWFP, toujours peu gouvernée, restera la source de l'instabilité transfrontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Les Pashtuns pourraient remettre en cause cette frontière de la ligne Mortimer-Durand et fonder ce Pashtunistan indépendant dont ils rêvent depuis les années 50, aux dépens des Punjabis pakistanais et des Tadjiks afghans. Alors, autre conséquence, au sud, les Baloutches, répartis entre l'est de l'Iran, le sud de l'Afghanistan et l'ouest du Pakistan, s'opposeraient au pouvoir central pakistanais et pourraient établir un État baloutche indépendant dont la capitale pourrait devenir Gwadar, un port stratégique financé par les Chinois, dont je vous ai d'ailleurs parlé dans une première émission. Alors bien sûr, tout ceci n'est qu'un exercice prospectif, voire simplement imaginaire. Mais si ce jeu de dominos devait advenir, les effets dépasseraient ce cadre géographique initial. Notamment parce que la Chine, située au bord de cet arc de crise, a des besoins énergétiques qui la poussent à construire une véritable stratégie vers la mer d'Oman pour s'assurer un accès aux hydrocarbures du Moyen-Orient à travers le Pakistan et le port de Gwadar, mais aussi vers l'Asie centrale.
car à l'horizon 2030, l'Asie centrale sera au cœur d'une intense compétition pour l'accès à l'énergie pétrolière et gazière, dont on voit ici les principaux gisements. Le développement des ressources de la Caspienne va se poursuivre, rendant la définition des tracés d'oléoducs et de gazoducs plus complexe. La Russie pourrait perdre de son influence en Asie centrale. D'une part face à l'Iran et à la Turquie, qui chercheront à détourner l'acheminement des hydrocarbures vers leur propre réseau aux dépens de Moscou, et d'autre part face aux pays asiatiques et tout particulièrement face à la Chine. Par exemple, au Kazakhstan, ancienne république soviétique, les entreprises chinoises détiennent maintenant 20% de la production de pétrole. De plus, des populations ouïghours se trouvent de part et d'autre de la frontière sino-kazakh aux marges occidentales de la Chine. La présence chinoise au Kazakhstan pourrait donc permettre à Pékin de mieux contrôler, à partir du nord-ouest, ce groupe ethnique indépendantiste. En 2030, les pays d'Asie centrale pourraient entrer plus encore dans la sphère chinoise, du moins économiquement. Et pour Moscou, une telle situation sur son flanc est pourrait soit renforcer son isolement diplomatique, soit faire entrer la Russie elle-même dans cet arc de crise. D'autant plus qu'en 2030, la Russie aura également perdu sa capacité à contrôler son étranger proche à l'ouest. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se seront rapprochés de l'Union européenne ou de la Turquie. L'Ukraine et la Géorgie pourraient avoir intégré l'OTAN, voire l'Union européenne pour l'Ukraine. La dictature en Biélorussie pourrait connaître le même sort que les dictatures dans le monde arabe. Alors avec la présence d'une Asie centrale plus sino-centrée d'un côté, d'une Ukraine et d'une Biélorussie européenne de l'autre, Moscou pourrait ressentir un sentiment d'encerclement qui pourrait conduire à des interventions militaires du type Géorgie en 2008. Alors quelles pourraient être les conséquences en Sibérie orientale? Là, des populations en provenance des provinces chinoises du nord-est y migrent, attirées par l'emploi, comme par exemple dans la région industrielle d'Irkoutsk. De leur côté, les Russes émigrent vers la Russie occidentale. La Sibérie orientale pourrait ainsi devenir une nouvelle zone de conflictualité sino-russe. Des tensions pourraient émerger précisément dans la région d'Irkoutsk, point d'entrée vers les ressources sibériennes. Car en plus de ces grands gisements de minerais que l'on voit ici, or, fer, minéraux rares, cuivre, nickel, la Sibérie orientale recèle du charbon, du pétrole et d'immenses gisements de gaz naturel. Beaucoup de ces gisements ne sont pas exploités du fait du sous-investissement et parce que situés dans une région où l'extraction est difficile. Et pourtant, d'ici 2030, la Sibérie orientale pourrait bien devenir une importante région productrice de gaz. Donc on comprend mieux maintenant le poids grandissant de Pékin aux frontières de la Russie, de la Caspienne à la Sibérie orientale. Maintenant, pour finir, regardons la façade méridionale de la Chine en Asie orientale. C'est là une région du monde où il y a encore de nombreux conflits de type territoriaux qui ne sont pas résolus. En mer de Chine orientale et méridionale, entre Chine, Vietnam, Japon, Philippines, il y a l'instabilité dans la péninsule coréenne, avec la question nucléaire et la question de la réunification. Il y a l'évolution indépendantiste de Taïwan. Et à ces conflits territoriaux se superposeront des facteurs identitaires, comme à Taïwan, ou religieux, comme en Indonésie, en Malaisie ou aux Philippines. En somme, si on reprend notre jeu de domino, on constate une extension de notre arc de crise initial vers l'Est. Maintenant, qu'en est-il du continent africain? Chaque région du continent se développera avec son extérieur proche plutôt que vers l'intérieur du continent. Ainsi, la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée, reliée à l'arc de crise par la péninsule arabique, y est déjà pleinement intégrée. Et les développements récents laissent à penser qu'une contagion est possible sur le continent africain, notamment vers le Soudan et le Soudan du Sud. Les grands pôles conflictuels d'Afrique pourraient rester indépendants les uns des autres, car ils sont souvent liés aux intérêts stratégiques des grandes puissances extérieures, comme les États-Unis, la Chine, l'Union européenne ou la Russie.
Il est donc peu probable qu'on assiste à un phénomène de domino semblable à celui de l'arc de crise en 2030. Alors ce que vous avez vu aujourd'hui sur les cartes n'est qu'un exercice, une simulation, cela ne préfigure rien pour le futur, mais justement quand on veut réfléchir, il est important de passer aussi par ce type de méthode. Si on fait la synthèse de ce qu'estime l'agence américaine, la CIA, pour l'avenir, il y a l'importance accrue de l'information, l'évolution des capacités des armées irrégulières et l'importance de la dimension non militaire des conflits. De toute façon, pour le futur, les frontières seront de plus en plus imprécises ou contournées. Sur ce thème, vous pouvez lire le livre de Gaïd Minassian aux éditions Autrement quand les États perdent le contrôle. Vous pouvez lire le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale dont je vous parlais aux éditions Odile Jacob et la documentation française. Les cahiers du Quai d'Orsay ont publié dans leur livraison de l'automne 2011 Espoir et défis des révolutions arabes. Et puis une histoire critique du XXe siècle éditée en France mais aussi en langue allemande. Et je vous rappelle la parution chez Arte Éditions et Talendier de nos itinéraires géopolitiques.